Bruno Drowski, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler de vos travaux? Alors, je suis professeur à l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales, dans le département justement Europe, où on s'occupe de l'Europe médiane, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Je suis donc de formation historien et politologue, donc je m'occupe plutôt des relations internationales et géopolitiques. Et les travaux, alors bon, j'ai travaillé sur différents sujets évidemment tout au long de ma carrière. J'ai travaillé à la fois sur les questions identitaires, ethniques et sociales, et justement la relation entre les questions de classe et les questions d'identité, de nationalité, etc., dans l'Europe de l'Est, avant 89 et puis après. J'ai aussi travaillé sur les causes du démantèlement du bloc de l'Est, c'est-à-dire finalement quels groupes sociaux ont joué un rôle dans le démantèlement, quels groupes sociaux y ont résisté, et quels groupes sociaux ont gagné au changement, et quels groupes sociaux ont perdu. Et puis, comme je m'occupe aussi des questions géopolitiques, vu les conflits qu'on a eus un peu partout, et la réémergence de la Russie, j'ai été amené aussi à m'occuper un peu des questions du Moyen-Orient, des guerres en Syrie, etc., enfin, qui sont quand même liées, même si c'est loin de mon espace d'origine, mais je me suis aussi occupé, et puis le hasard a fait aussi que j'ai été dans des commissions d'enquête en Syrie, au Soudan, etc., donc ça m'a un peu ouvert sur ce champ qui n'était pas tout à fait dans mes compétences d'origine. Voilà. D'accord. Alors, justement, en parlant de la Russie, vous avez consacré un livre à Oui, la Russie de Poutine, oui. que vous analysez d'un point de vue marxiste. Mhm. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre réflexion sur le pouvoir russe depuis 20 ans, son origine, sa base sociale, ses contradictions internes Oui, parce qu'en fait, vous le savez bien, on a tendance à regarder la Russie, comme d'ailleurs on regardait l'Union soviétique, ce qui était aussi une erreur, sous l'angle de la personnalité du dirigeant. Alors, diabolisé pour les uns, le dictateur affreux, ou encensé pour d'autres, peu importe, mais c'était toujours sous l'angle du dirigeant. Comme si, et ça même les marxistes l'ont fait, c'est-à-dire comme si, à partir du moment où on avait eu une révolution en Russie, il n'y avait plus de classe sociale et on ne pouvait plus analyser les régimes politiques sur leur base de classe. Or, les bases de classe, elles existent. Et donc, l'URSS avait des classes sociales. Et si elle n'avait pas eu de classe sociale, l'URSS n'aurait pas disparu. C'est bien qu'il y avait des classes sociales et que certains groupes, certaines classes sociales ont voulu changer de système en fonction de leurs intérêts. Donc la question qui se pose évidemment après 91, c'est celle de ce régime poutinien, on le dit, il faudrait quand même savoir quelle est sa base, sur qui s'appuie-t-il et sur qui éventuellement il a moins d'appui. Et donc j'ai utilisé les critères classiques, le rapport que l'on a aux moyens de production, c'est aussi simple que ça. Il est clair que la Russie est devenue capitaliste, ça c'est incontestable. La question évidemment qui se pose quand on parle de capitalisme, depuis l'ère de l'impérialisme, religion Lénine, c'est de savoir quelle bourgeoisie on a dans un pays donné, parce que la bourgeoisie du Burkina Faso, c'est pas la même chose que la bourgeoisie des États-Unis. Donc on a la bourgeoisie impérialiste, on a la bourgeoisie comprador, on a la bourgeoisie nationale, et puis évidemment toutes les autres classes de la société, classe ouvrière, petite bourgeoisie, etc., etc. Et la société russe évidemment ne fait pas exception. Donc qui gouverne en Russie? Mon point de départ, c'était évidemment la question qui, dans les pays de l'Est, pas seulement en Russie, parce que je me suis beaucoup occupé au départ de la Pologne, c'est-à-dire qui a enclenché le processus de restauration du capitalisme. Est-ce que c'était un processus conscient ou inconscient? Pour certains, c'était un processus conscient, pour d'autres, c'était un processus inconscient. Quand les ouvriers font grève en Pologne en 80, ils ne font pas grève pour le capitalisme, ils font grève pour un meilleur socialisme. Ensuite, effectivement, on a débouché sur le capitalisme, mais ils n'auraient jamais fait grève si on leur avait dit, vous savez, au bout du compte, ce sera la privatisation. On leur a en quelque sorte menti. Et c'est avec des différences, c'est la même chose qui est arrivée en Union soviétique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait voter les soviétiques, et les Russes en particulier, sur, est-ce que vous voulez le capitalisme et vous voulez la privatisation? Jamais. Parce que ça ne serait jamais passé. Donc il a fallu des manipulations. Et ces manipulations ont été organisées par
des gens qui sont devenus bourgeois. Alors on peut se poser la question, quand ils sont devenus bourgeois, comment ils sont devenus bourgeois? Mais ils sont devenus bourgeois au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'ils sont devenus propriétaires des moyens de production. Et là, à mon avis, on peut... C'est l'hypothèse de mon travail, c'est que en Russie, la Russie reste un pays périphérique par rapport au centre du capitalisme. Et donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas véritablement avoir une bourgeoisie impérialiste. On peut avoir une bourgeoisie comprador, c'est-à-dire au service de l'impérialisme, une bourgeoisie qui met tous ses avoirs dans les paradis fiscaux, une bourgeoisie qui pille le pays, mais une bourgeoisie qui n'est pas en état d'exporter des capitaux et de conquérir des marchés mondiaux parce qu'elle n'en a pas les moyens. Je veux dire, c'est pas la bourgeoisie américaine ou la bourgeoisie coloniale qu'on a connue dans les pays occidentaux. Donc on a cette bourgeoisie qu'on appelle dans le langage usuel, oligarchie, mais bon, c'est la même chose. Et puis au bout d'un certain temps, ce qui était logique, vous avez quand même un appareil productif en Russie, et même s'il a été privatisé, vous avez ceux qui résistent au marché mondial, parce que la concurrence fait que ou ils vont disparaître, ou ils vont résister au marché mondial. On a retrouvé ça dans tous les pays de l'Est, sauf que la Russie, vu sa taille, a été quelque part en état d'avoir une bourgeoisie nationale suffisamment forte pour essayer de résister à l'accaparement des richesses nationales. Et donc, du coup, effectivement, cette bourgeoisie nationale a aussi son influence dans le pouvoir. Alors, la question, évidemment, c'est de savoir comment s'est déroulé, comment se déroule le rapport entre cette bourgeoisie comprador qui a intérêt et qui existe toujours et qui veut que la Russie s'amarre aux puissances occidentales impérialistes, et puis cette bourgeoisie plus nationale, plus nationaliste, appelons-le comme ça, qui veut une industrie nationale bien à elle et sans subir la concurrence occidentale. Et évidemment, ces deux bourgeoisies ne fonctionnent pas en vase clos. Elles fonctionnent dans une société qui, avec toutes les déceptions qu'elle a subies, reste quand même une société qui est marquée par la Révolution. Hein, je veux dire, on le voit bien dans un pays comme la France, la Révolution a marqué, et on ne peut pas comprendre la société française aujourd'hui si on met de côté la Révolution française. Il en va de même. Tous les pays, en fait, qui ont connu une révolution ont été fondamentalement marqués par ce moment. Donc la Russie, la Chine, Cuba, le Mexique, quelle que soit la révolution, évidemment, dont on parle, mais cette expérience historique est une expérience trop forte pour qu'elle disparaisse. Et donc, bien sûr que les masses russes sont aussi marquées par cette tradition révolutionnaire, appelons-la, et bien sûr que ces couches sociales participent d'une pression sur le pouvoir. Et donc, Poutine, moi je ne sais pas ce qu'il pense en personne, mais ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'il pense en personne. Poutine est au milieu d'un jeu. Il a d'un côté la bourgeoisie comprador ou les oligarques, et de l'autre côté la bourgeoisie nationale. Ensuite, il a la masse des Russes qui souhaitent qu'une seule chose, c'est que l'oligarchie disparaisse, et dans une large mesure qui souhaiterait que l'industrie, les moyens de production soient renationalisés. Bon, ça c'est assez clair, d'ailleurs on le voit clairement avec les résultats électoraux du Parti communiste ou d'autres groupes de gauche qui prônent cela. Et bon, très certainement leurs résultats électoraux sont meilleurs que ce qui apparaît officiellement, parce qu'on peut supposer, et beaucoup d'indices le montrent, que leurs résultats électoraux sont un peu falsifiés vers le bas. Hein. Donc on peut dire que grosso modo, vous avez un bon tiers des Russes qui votent communiste. Ce qui évidemment change la donne. Surtout que ceux qui votent pour le parti gouvernemental ne sont pas forcément des adhérents totaux du libéralisme sans frontières, mais, ou même du libéralisme, disons, national, si je peux dire, mais on voit même chez eux qu'il y a des restes de soviétisme. Hein, bon. Donc tout ça explique que la Russie n'est pas... je ne dis pas qu'elle ne veut pas, moi je ne sais pas, les dirigeants russes peut-être voudraient être impérialistes. Mais je pense que les dirigeants russes ne peuvent pas l'être parce que l'économie du pays ne le permet pas dans le cadre de la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, ils résistent, si je peux dire, alors à leur façon. C'est-à-dire que c'est pas un régime progressiste. C'est pas, je veux dire, il faut pas essayer d'imaginer qu'il est un régime vraiment progressiste. C'est un régime, par certains côtés réactionnaires
nationaliste dans le mauvais sens du terme nationaliste parfois, mais qui en même temps, comme on en a connu dans beaucoup de pays de la périphérie du capitalisme, enfin je veux dire tous les régimes qui se sont succédés dans les pays qu'on appelait autrefois du tiers-monde, vous avez toutes sortes de choses. Vous avez des régimes totalement soumis à l'impérialisme, vous avez des régimes qui ont joué la carte nationaliste avec un côté qui nous est sympathique et un autre qui ne l'est pas, hein, bon. Et puis vous avez des régimes réellement progressistes. Bon, en Russie, j'ai envie de dire, tout ça est mélangé à l'intérieur du système russe actuel. Donc c'est évidemment comme une espèce de magma qui fait que, j'aurais tendance à dire, sur le plan intérieur, la Russie est gouvernée par une élite qui est assez largement réactionnaire. Parce que, et je ne parle pas seulement des slogans idéologiques, je parle aussi par exemple de la loi sur les retraites et toutes les lois sociales qui ont été liquidées pendant la période Yeltsin, mais sur lesquelles le pouvoir n'est pas vraiment revenu depuis. Hein. Donc on est quand même dans une société capitaliste inégalitaire. Bon, il ne faut pas s'illusionner. Il n'y a pas de socialisme en Russie. Hein. En même temps, comme c'est souvent le cas pour un certain nombre de pays périphériques, face à l'étranger, c'est souvent un pays qui cherche à se défendre face à des capitaux étrangers qui pourraient menacer évidemment la bourgeoisie locale. Hein, et c'est ce qui explique qu'évidemment, on le voit très clairement, la guerre en Ukraine, bon alors c'est évidemment quelque chose de récent, mais on voit très bien pourquoi est-ce que dans les pays dits du Sud, je dirais en Afrique, en Asie, ça je pense qu'on n'a pas besoin de faire des études sociologiques approfondies pour savoir que la rue africaine ou la rue asiatique, elle est pour la Russie. Alors elle est pour la Russie sans doute en s'illusionnant, parce que beaucoup ont là-bas le souvenir de l'URSS. Bon. Et donc l'URSS, Russie, évidemment, pour l'habitant d'un pays d'Afrique ou d'Asie moyen, on ne voit pas très bien la différence, on s'imagine que c'est un peu la même chose. Donc il y a évidemment un peu d'illusion, mais il n'en reste pas moins que cet instinct, si je peux dire, d'être un peu en faveur de la Russie, c'est parce qu'on voit dans la Russie un contrepoids face aux puissances incontestablement impérialistes, qui sont connus depuis longtemps, qui ont ravagé l'Afrique, qui ont ravagé l'Asie, etc. Donc évidemment que la rue en Indonésie, j'étais récemment en Indonésie, la rue en Afrique, la rue dans les pays arabes, ou évidemment en Amérique latine, et quand je dis la rue, c'est aussi évidemment les forces de gauche dans ces pays-là, sont, je dirais, naturellement, non pas poutinophiles, c'est pas le cas, mais voient dans la Russie une espèce de contrepoids, comme ils le voient d'ailleurs dans la Chine, comme certains le voient aussi dans l'Iran, hein, bon, qui a un tout autre régime, mais qui quelque part, si vous demandez aux habitants de Gaza s'ils préfèrent le roi d'Arabie Saoudite, les États-Unis ou l'Iran, ils vont vous dire tous l'Iran. Ben, évidemment, ils leur envoient des armes. Donc, c'est difficile de traiter tout le monde sur le même longueur d'onde. Donc, et d'ailleurs, je pense aussi que l'Iran, avec une idéologie qui est évidemment très différente de celle de la Russie ou de la Chine, est aussi quelque part une bourgeoisie nationale ou nationaliste. Hein. Et que ça joue, il faut bien avoir cela en tête, et il faut avoir en tête aussi tout le passé colonial qui permet de comprendre pourquoi des éléments qui sont a priori pas forcément progressistes, qui peuvent même être très réactionnaires, sont amenés sur le terrain international à prendre des positions qui apparaissent progressistes. Enfin, si vous faites l'histoire de tous les dirigeants nationalistes africains ou latino-américains ou asiatiques, ils n'ont pas tous commencé comme marxistes-léninistes purs et durs. Hein. Beaucoup avaient un nationalisme qu'on pourrait même qualifier d'un peu rétrograde et assez conservateur. Et puis bon, certains ont été amenés, si je peux dire, à virer vers la gauche, d'autres carrément vers la droite aussi. Hein. Bon, et la Russie, c'est pas encore vraiment décidé. C'est-à-dire que je pense que la position des communistes en Russie, enfin du Parti communiste en Russie, est pas inintéressante. Parce que eux considèrent que dans la foulée de la guerre actuelle, qui selon eux est mal organisée, mal dirigée, ça c'est une question, va tôt ou tard se poser la question de passer au socialisme, parce que la Russie ne
peut pas résister à l'impérialisme de l'OTAN sans prendre des mesures sociales et économiques qui, quelque part, devraient l'amener sur le chemin du socialisme. Évidemment, bon, on verra ce qui va se passer, mais cette analyse n'est pas dénuée de fondement, c'est-à-dire que la guerre est une accélération de l'histoire. On le sait, malheureusement bien sûr, mais on sait que la guerre est une accélération de l'histoire. Et donc les contradictions sociales, les contradictions de classe qui existent en Russie ne peuvent que s'exacerber, comme dans toute guerre. Ce qui est aussi vrai chez nous. Hein. Je veux dire, même si nous ne participons pas officiellement, nos pays, à la guerre en Ukraine, tout le monde a compris que nous y participons, et nous voyons bien avec les questions économiques qui commencent à se poser qu'on assiste aussi ici à une accélération de l'histoire, à un aiguisement des contradictions, et j'ai envie de vous dire, je ne sais pas très bien quelle sera la situation politique dans les pays occidentaux dans 6 mois. Hein, donc en Russie sans doute, mais ici aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette guerre accélère les choses. Voilà. Alors, merci beaucoup. On a donc des différences de perception entre l'Occident et on va dire le Sud global. Oui. Et cette rupture géostratégique, on l'observe aussi dans la différence entre les positions des différentes forces de gauche. Tout à fait. Organisées dans le monde. Est-ce qu'on peut parler d'une rupture réelle ou même Oui, alors bon, des ruptures dans l'histoire de ce qu'on appelle la gauche, on en a eu plusieurs, en 14 entre autres, et puis pendant la guerre froide, etc. Donc je dirais ça fait partie de la vie des mouvements de gauche, de différence entre réformisme, révolutionnaire, enfin c'est pas tout à fait nouveau ce que vous dites. C'est évident. Moi, il y a une statistique qui m'a touché. C'est que vous avez 2 grandes centrales syndicales. Alors, c'est syndical, là, je ne vous parle pas de mouvement politique, mais enfin, les syndicats, c'est quand même très fortement marqué par la tradition de gauche. Et donc, vous avez 2 grandes internationales syndicales. Vous avez la Confédération syndicale internationale et vous avez la Fédération syndicale mondiale. Et vis-à-vis du conflit actuel en Ukraine, les 2 centrales ont pris des positions très différentes, qui sont très claires, c'est-à-dire que la CSI a pris des positions pro-OTAN et la FSM, j'ai pas envie de dire qu'elle a pris des positions pro-russes, parce que c'est pas ça, mais elle a pris des positions anti-OTAN, voilà. Et si vous regardez les statistiques de ces 2 centrales syndicales, la CSI, elle a à peu près 180 millions de membres, dont à peu près entre 80 et 90% dans les pays occidentaux. Et la FSM, elle a 120 millions de membres, dont à peu près 80% dans les pays du Sud. Je pense que c'est révélateur, quand même, d'un rapport différent à ce conflit. Et on le voit aussi dans les différents partis politiques, y compris les partis qui se revendiquent du communisme. Il y a évidemment un clivage entre beaucoup de partis communistes des pays développés, et plus on va vers le sud ou vers l'est, plus on a une attitude anti-OTAN. Je dirais, chez les communistes anti-OTAN, il y a un autre clivage, qui est le clivage entre, grosso modo, la ligne du parti grec et la ligne du parti russe. C'est-à-dire le parti grec dit guerre interimpérialiste, et le parti russe dit lutte antifasciste et anti-impérialiste. Le parti russe estime que la Russie n'est pas impérialiste, le parti grec estime que la Russie est impérialiste. Ce qui n'empêche pas évidemment de constater que les pays de l'OTAN sont aussi impérialistes. Donc on a effectivement un clivage, je dirais un double clivage, le clivage traditionnel sociodémocrate et communiste, et on a, je dirais, à l'intérieur de la famille communiste, un autre clivage qui se manifeste et qui recoupe souvent le clivage nord-sud et le clivage société post-coloniale et société post-colonialiste. Alors évidemment, en France, heureusement qu'on a de fortes traditions révolutionnaires qui compensent un peu les choses, mais le clivage, on le voit. Je veux dire, il est pas aussi apparent que dans d'autres pays, mais on voit bien qu'à l'intérieur des formations qui se revendiquent peu ou pro de la gauche radicale, disons, marxisante ou marxiste, ce clivage existe aussi, c'est-à-dire comment analyser la Russie, comment analyser l'Ukraine, et que parfois c'est le grand écart, parce que d'un côté on veut être solidaire des communistes ukrainiens qui sont emprisonnés,
et d'un autre côté, on dit qu'il faut soutenir l'Ukraine dans sa guerre. Alors, il faudrait savoir, parce que est-ce qu'on peut soutenir un État qui emprisonne, en particulier nos camarades, mais pas seulement, enfin, il emprisonne beaucoup, hein, il y a 35 000 prisonniers politiques en Ukraine quand même. Donc c'est pas tout à fait... Et puis il y a 14 partis politiques interdits, il n'y a pas que les communistes qui sont interdits. Hein. Donc c'est quand même pas tout à fait une démocratie exemplaire. Et sur ce plan-là, avec toutes les réserves, et il y en a beaucoup qu'on peut faire sur la Russie, il vaut mieux être un opposant à Poutine en Russie qu'un opposant à Zelensky en Ukraine. Et quand je parle de ça, je ne parle pas que depuis février. Avant la guerre, c'était déjà le cas. Hein. Donc il y a quand même une extrême droite qui est bien placée dans les rouages de l'État ukrainien. En Russie, il y a une extrême droite, mais elle est plutôt à l'extérieur des rouages de l'État. Bon, ça fait pas de Poutine un démocrate progressiste, hein, mais il faut quand même reconnaître que si on analyse les choses en termes de liberté démocratique, la comparaison doit être faite, quoi. Voilà. Vous avez parlé de la différence entre, on va dire, le parti communiste grec qui estime que c'est une guerre interimpérialiste et celle des, on va dire, des communistes du Sud. Oui. Pas seulement russes. Mais non, mais bien sûr, oui. Cela dit, on pourrait aussi se dire que depuis l'Occident, ce clivage n'est pas si décisif que ça, dans la mesure où, quoi qu'il en soit, les communistes doivent lutter contre les livraisons d'armes de l'OTAN, et c'est ce que font normalement, les Grecs. Oui. Et puis moi, je rappelle quand même une des vérités, enfin, un des principes fondateurs du communisme, que d'ailleurs font les Grecs très bien, c'est que on peut discuter de savoir si le pays d'à côté est impérialiste ou pas, mais le devoir d'un révolutionnaire, c'est de se battre contre l'impérialisme de chez soi. Ce que les Grecs font très bien, ils considèrent que le conflit est interimpérialiste, on peut discuter évidemment théoriquement s'ils ont raison ou pas, mais concrètement, ils bloquent les trains qui amènent les armes au port. Ils disent pas on va pas le faire parce que la Russie est impérialiste. Ils estiment que la Russie est impérialiste, mais ils bloquent les armes de l'OTAN et donc ils font ce que faisaient toujours les militants révolutionnaires et communistes depuis les origines de la guerre, lors de la guerre d'Algérie, lors de la guerre d'Indochine, enfin bon, je veux dire, on a toujours bloqué l'acheminement des armes dans un des camps, et en particulier dans son camp. Hein. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, mais en Grèce, ça se fait, en Italie, ça se fait. Il y a eu le blocage de l'aéroport de Pise, quand même, par les syndicats communisants, d'ailleurs, l'USB, qui a bloqué les cargaisons d'armes pour l'Ukraine. Je pense quand même que ça, c'est l'attitude. Le b.a.-ba du militant révolutionnaire, c'est d'empêcher que son pays participe à une guerre qui, quoi qu'on pense des causes de la guerre russo-ukrainienne, il est clair que l'OTAN n'aide pas l'Ukraine par amour des Ukrainiens, mais par intérêt impérialiste. Enfin, je veux dire, c'est quand même clair. Alors, on parle de la guerre en Ukraine. On nous présente souvent la société ukrainienne comme unifiée face à l'invasion russe. Alors, même s'il est évident que l'intervention russe a probablement soudé une partie du nationalisme, de la société ukrainienne autour du nationalisme ukrainien, est-ce qu'il n'y a pas des contradictions entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud ? Oui, alors ça c'est bien sûr qu'il y avait des contradictions, et je veux dire, on le sait depuis très longtemps dans l'histoire, les contradictions qui existent ne disparaissent pas du jour au lendemain, même si on a un événement aussi important qu'une invasion russe. Alors évidemment, on peut se poser la question si l'invasion russe était pertinente ou pas, ça c'est une vraie question, mais il est clair que on le remarque quand même que quand l'armée russe occupe une partie du territoire ukrainien, quand elle rentre dans une ville, les partis ukrainiens interdits réapparaissent. Bon, j'imagine que ces partis qui réapparaissent sont plutôt contents de pouvoir réapparaître. D'ailleurs, apparemment, l'administration russe n'est pas particulièrement contente de voir réapparaître un parti communiste à Mariupol ou à je sais pas, Kherson ou Mélitopol, hein. On remarque quand même quelque chose qui est assez fréquent. Alors on peut évidemment se poser la question si c'est de l'hypocrisie ou pas, mais très souvent, quand l'armée russe rentre dans un village ou dans une localité, elle met le drapeau soviétique. Bon, elle ne le met pas
Elle le met peut-être pour des raisons qui sont hypocrites, de manipulation, mais ça montre qu'elle le met parce qu'elle sait que la population préfère ce drapeau. Donc ça révèle quelque chose quand même, parce que ceux qui agitent le drapeau soviétique, c'est pas des partisans du nationalisme ukrainien bandériste. Hein. Et ça mérite d'être quand même pris en compte. D'ailleurs, on présente souvent Maïdan comme un mouvement uniforme qui n'aurait pas divisé le pays en deux. Oui. Et on fait l'impasse sur non seulement le soulèvement dans le Donbass qui a eu lieu, mais un soulèvement qui a embrasé tout le sud de l'Ukraine. Bien sûr. À Odessa en particulier. D'ailleurs, si les choses à Odessa avaient été si claires, on aurait eu un procès en bonne et due forme des massacres du 2 mai 2014. Or, on n'a toujours pas eu de procès. On n'a même pas eu une enquête qui avance. Donc c'est bien qu'on veut cacher quelque chose. Et si on veut cacher quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est sous le tapis. Hein. Donc effectivement, il y a quand même un problème grave. C'est-à-dire la société ukrainienne n'est pas monolithique. Je suppose que si j'étais ukrainien, je pense que je serais aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est choquant évidemment de voir une armée rentrer dans le pays dans lequel on vit, donc ça, ce choc est tout à fait compréhensible et légitime, mais ça ne veut pas dire pour autant que les clivages disparaissent, et d'ailleurs j'ai reçu des témoignages d'Ukrainiens de l'Est qui se sont réfugiés en Ukraine occidentale, c'est-à-dire dans la région la plus nationaliste, et les choses ne se passent pas toujours très bien, parce que ceux qui arrivent de l'Est parlent russe, et on leur fait remarquer dans la rue qu'ils ne doivent pas parler russe, et ça donne lieu à des réactions assez violentes. Hein. Donc, le clivage Est-Ouest ne disparaît pas pour autant, même si effectivement, très certainement, le choc subi par l'arrivée de l'armée russe n'a pas soulevé l'enthousiasme des masses ukrainiennes. Et là, très certainement, il y a eu une bévue des autorités russes qui ont décidé cette invasion, c'est-à-dire la non-prise en compte de l'évolution de la société ukrainienne, même qu'elle soit positive ou négative, peu importe, mais quand on prend une telle décision, il faut d'abord se renseigner. Alors là, effectivement, je pense qu'il y a eu une lacune incontestable de la part, je dirais, des services secrets russes qui ont vraiment mal informé leurs dirigeants sur l'état d'esprit de la société ukrainienne. Mais bon, je pense quand même que les clivages restent réels. Et comme je vous disais, quand on voit arriver l'armée russe dans une ville, les comportements changent. Donc c'est bien qu'il y a quand même... bon, il y a toujours les phénomènes, quand une armée arrive, il y a toujours ceux qui veulent être bien avec le nouveau pouvoir. Bon, ça c'est les phénomènes carriéristes, opportunistes qu'on connaît dans toutes les guerres. Mais enfin, c'est quand même un peu plus que ça, parce que si on voit apparaître des partis d'opposition, là c'est des partis qui existaient avant, ils n'attendaient pas les Russes, hein, ils étaient là avant. Hein, je parle du Parti communiste, mais il y en a d'autres. Hein. Oui, on pense aussi au Parti des régions. Oui, même ce parti, aux dernières élections, après Maïdan, était majoritaire dans ces régions, donc ils n'ont pas disparu. Bon, c'est pas tout à fait nos copains, parce que c'est un parti semi-oligarchique et tout ce qu'on veut, mais ils représentent quelque chose dans la population. Bon, il y a aussi le Parti pour la vie, je crois. Le Parti pour la vie, il y avait ça. Il y a aussi un autre parti, le Parti Chari, donc fondé par un blogueur à l'origine, mais qui avait quand même réussi à avoir plus d'1,5 million de youtubeurs, et qui était considéré comme pro-russe, mais qui a condamné la décision de Poutine donc en février, et qui a dû fuir à l'étranger, donc en Espagne. Son parti a été interdit, malgré le fait qu'il a condamné la décision russe. Il a été arrêté en Espagne parce que l'Ukraine l'a mis sur la liste d'Interpol. Finalement, apparemment, quand même, son avocat a réussi à le faire libérer, et il est donc en Espagne. Enfin, tout ça, ça ne témoigne pas d'une grande démocratie, quoi. En Occident, on a un imaginaire collectif hérité de la Seconde Guerre mondiale, oui, qui est mobilisé de manière très suspecte, oui, pour traiter de collabos tous ceux qui oseraient... être pro-russe, entre guillemets. Oui, ou même engager des négociations. Oui. Non, mais c'est d'autant... Alors, bon, ce langage hérité de la Deuxième Guerre mondiale devient grotesque et hypocrite quand on sait... On peut penser tout ce qu'on veut de l'Union soviétique, mais c'est quand même elle qui nous a libérés du fascisme. Je veux dire, 80% des troupes nazies ont été défaites en Union soviétique. Bon, sans l'Union soviétique, il était hors de... On serait tous...
soit morts, soit dans les camps. Enfin bon, donc il faut quand même dire les choses. L'antifascisme, c'est quand même plutôt là-bas, c'est pas chez nous. Nous, on n'a pas de leçon à donner, si je peux dire, dans ce domaine-là. Et donc assimiler systématiquement, soit à Munich, soit au collabo, c'est évidemment c'est de la manipulation qui se base sur une méconnaissance de l'histoire. Mais c'est vrai que cette méconnaissance de l'histoire, elle a été favorisée par ce fameux amalgame complètement stupide, mais fort habile, qui associe nazisme et communisme. Et qui a été quand même adopté par le Parlement européen. Donc c'est pas par n'importe qui. Donc cette espèce de thèse des deux totalitarismes a été tellement serinée que pour beaucoup de gens, Staline égalant Hitler, Poutine égalant Staline, et ben tout ça, c'est la même chose. Alors que c'est évidemment tout à fait scandaleux, parce que si on regarde quand même les nazis, il y en a beaucoup en Ukraine quand même. Et puis en plus, il semble que les relations historiques entre la France et l'Allemagne ne sont pas du tout les mêmes qu'entre l'Ukraine et la Russie, dont les populations, notamment à la frontière russo-ukrainienne, ont été bien plus désemparées que les nôtres au moment de la chute de l'Union soviétique. Oui, mais c'est-à-dire que si on regarde quand même, il faut se rappeler quand même, parce qu'on l'oublie toujours, quand même que le référendum de mars 91 donnait 76% de voix en faveur de l'URSS en Ukraine. Dans toute l'Ukraine, la moyenne était ainsi. Il n'y a que 4 régions d'Ukraine qui ont voté majoritairement contre l'Union soviétique. Les 3 régions galiciennes de tradition d'extrême droite et la ville de Kiev qui n'a voté pour l'Union soviétique qu'à 46%, donc une petite minorité, une petite majorité contre l'Union soviétique. Mais à part ça, toutes les régions d'Ukraine ont voté pour le maintien de l'URSS. Donc il faut quand même bien prendre en compte que ce référendum a été violé. Bon, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de référendums qui ont été violés, celui sur la Constitution européenne étant un exemple en Europe occidentale, donc on n'a pas de leçon à donner, mais on a ignoré quand même la volonté des Ukrainiens de continuer à vivre dans un ensemble multinational, rénové, démocratisé, certes, mais l'objectif restait de garder l'Union soviétique. Et les élections après la fin de l'Union soviétique ont aussi confirmé l'engracinement des partis qui, d'une façon ou d'une autre, ne rejetaient pas l'héritage soviétique. Alors il a fallu 2, entre guillemets, révolutions, la révolution orange en 2004 et la révolution du Maïdan en 2014, mais qui ne sont pas vraiment des révolutions, qui sont en fait des coups de force dans lequel on a imposé un programme électoral, si je peux dire, ou un agenda électoral qui était camouflé par l'arrivée à des positions clés dans l'appareil de justice, dans l'appareil policier, de personnes qui venaient carrément de l'extrême droite et qui ne représentaient qu'une petite minorité de la société ukrainienne. Et en parlant de référendum, on oublie aussi facilement le référendum de Crimée de janvier 91. Oui, tout à fait, effectivement. Oui. Puisque la population criméenne semble avoir voulu, à ce moment-là, rétablir son statut de 1954. Oui, qui était un statut d'autonomie, qui donnait, d'ailleurs, faisait de la Crimée une autonomie, que l'Ukraine va être obligée finalement de reconnaître. Mais parce que pendant toute la période où la Crimée fait officiellement partie de l'Ukraine, donc depuis 1991 jusqu'en 2014, le Parlement local a une autonomie, et il est régulièrement... à chaque élection, ce sont les partis pro-russes qui sont largement dominants dans ce Parlement. Donc évidemment, lorsque le coup de force du Maïdan arrive en 2014, automatiquement ce Parlement fait un référendum d'union avec la Russie. Mais ça représente l'opinion générale. Moi, je connais assez bien la situation en Crimée parce que j'avais des contacts avec des militants anti-soviétiques et anti-russes en Crimée. Je dis bien anti-soviétiques et anti-russes, qui me disaient eux-mêmes que la majorité de la population de la Crimée voulait, donc la 93-94, voulait la Russie. Elle ne voulait pas faire partie de l'Ukraine. Donc si des anticommunistes, anti-soviétiques me disent ça, j'ai pas... et qui c'était les militants de l'Assemblée européenne des citoyens, qui avait une section en Crimée, donc c'est
bon, c'est un peu gauche trotskisante, si je peux dire. Ces gens-là me reconnaissaient que, bon, ils nageaient dans une population qui leur était hostile. Bon, un fait, je veux dire, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Si des anticommunistes étaient capables de le dire, je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas le dire. Vous avez parlé de la vague d'anticommunisme qui déferle sur l'Europe dans le cadre de l'Union européenne depuis une quinzaine d'années, sinon plus. Depuis 91, en fait. Comment est-ce que ça se manifeste et quel lien, dans quelle mesure cette vague anticommuniste est-elle liée à l'extrême droite de certains pays de l'Est? Comment est-ce que ça s'articule? Oui, alors, bon, il est clair que, bon, moi, ma thèse, on peut évidemment en discuter, c'est que les anciens pays du bloc de l'Est, rattachés à l'Occident, à l'Union européenne, à l'OTAN, ont été considérés comme des terrains d'expérimentation. Après 91, terrain d'expérimentation pour les politiques de thérapie de choc néolibérale, et terrain d'expérimentation pour voir comment on domestiquait les populations et comment on pouvait transformer des sociétés qui étaient majoritairement communisantes, appelons-les comme ça, en sociétés majoritairement acquises à l'Occident. Alors effectivement, très vite, les rêves libéraux s'écroulent. Il restera toujours des libéraux, il en reste, mais ils sont très minoritaires. Et donc, face au mécontentement, je rappelle quand même que beaucoup de ces pays ont remis au pouvoir, très vite, dans les années 90, des partis ex-communistes. Sauf que ces partis ex-communistes, ayant poursuivi une politique libérale, ils ont été évidemment très vite décrédibilisés. Et donc, du coup, puisque les libéraux sont décrédibilisés, puisque les ex-communistes sont décrédibilisés, il ne restait plus que l'extrême droite. Ou des forces, disons, nationalistes, populistes. On peut évidemment discuter sur exactement comment les définir. Mais enfin, très certainement, des forces très à droite. Alors, évidemment, plus à droite dans certains pays comme la Lettonie, qui est vraiment à l'avant-garde, si je peux dire, de la réhabilitation des collabos de la Seconde Guerre mondiale, alors pour le coup des vrais collabos, les marches de SS, enfin, etc. Donc plus ou moins, selon les pays, c'est plus ou moins prononcé, mais le phénomène s'est largement répandu. Et évidemment, comme ces pays sont dans l'Union européenne, ça a aussi un impact sur les sociétés européennes, et je pense que ça satisfait beaucoup d'éléments de la bourgeoisie européenne, enfin française ou allemande, qui préfèrent à tout prendre, avoir une opposition de droite extrême qui finalement ne remet pas en cause fondamentalement le système économique et social, et qui est une opposition entre guillemets stérile, parce qu'elle n'a rien à proposer de positif, elle n'a qu'un programme négatif. Et tant qu'on peut canaliser le mécontentement dans cette direction-là, c'est tout bénéfice pour les grandes bourgeoisies qui craignent tout. Parce que on peut dire qu'ils nous disent en permanence le communisme est mort, le communisme est mort, le communisme est mort. Mais enfin, si pendant 30 ans on dit que le communisme est mort, en général on ne s'acharne pas sur un cadavre, on s'acharne sur quelque chose qui est vivant. Et donc je pense qu'ils sont très conscients qu'il y a un potentiel révolutionnaire et communiste dans les sociétés, et que donc il faut maintenir en vie, si je peux dire, des forces militantes anticommunistes sérieuses pour empêcher, le moment venu, la renaissance d'un esprit révolutionnaire, etc., qui n'attend que de se manifester. Enfin, je veux dire, toutes les luttes sociales qu'on a en France, en Italie, en Allemagne ou ailleurs, montrent bien que la société supporte de moins en moins le capitalisme. Bon, et qu'on sait que quand le capitalisme est aux abois, c'est vers l'extrême droite qui se penche. On n'a pas besoin de faire des réflexions approfondies pour le savoir. C'est-à-dire, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que on fait appel à l'extrême droite quand l'extrême gauche, enfin ce que eux considèrent comme l'extrême gauche, réapparaît. C'est-à-dire un danger de programmes progressistes, de socialisation des moyens de production, enfin de toutes les données de base qu'on connaît depuis 150 ans quand même. Voilà. Vous avez parlé de l'évolution de la vie politique dans les années 90 dans ces pays de l'Est. Il y a tout de même un pays comme la Biélorussie qui a suivi une voie très différente. Oui, tout à fait. Mais ça, c'était pas étonnant, parce que
pour un ensemble de raisons, il faudrait revenir en arrière dans l'histoire, mais pour un ensemble de raisons, la Biélorussie est un pays qui a toujours été beaucoup plus à gauche que les autres, y compris plus à gauche que la Russie. Parce qu'en Russie, il y a toujours une tradition de droite. En Biélorussie, non. Pourquoi? Parce que c'était un peuple très paysan. Les élites étaient soit polonaises, soit russes. C'était aussi un pays très retardataire. Et donc leur entrée, si je peux dire, dans la vie politique moderne a pratiquement coïncidé avec la révolution de 1905. Et donc évidemment, quand votre moment fondateur, c'est quelque chose qui est comme la révolution de 1905, il en reste quelque chose. Et ça, on l'a vu en 1917, évidemment. La Biélorussie a été beaucoup plus bolchevique que la Russie moyenne. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale avec ce qu'on appelait la République des partisans. C'est-à-dire à peu près un quart du territoire biélorussien était libéré par eux-mêmes. C'est-à-dire avant l'arrivée de l'armée soviétique. C'est-à-dire les forêts et les marais et les régions périphériques du pays ont été libérées localement par les groupes de partisans locaux. C'est un peu comme en Yougoslavie. Alors c'est vrai que le terrain s'y prête parce qu'il y a beaucoup de marécages et qu'un marécage pour la lutte de guérilla c'est évidemment beaucoup meilleur que la grande plaine steppique. Mais il n'en reste pas moins qu'un quart du pays s'est libéré lui-même avant le retour de l'armée rouge. Donc c'est évidemment très important parce qu'après la guerre, dans la République de Biélorussie, les anciens partisans avaient une autorité morale et il jouait un rôle important dans l'appareil local du parti. Et donc, évidemment, quand l'Union soviétique a été mise en question, la Biélorussie a très vite rechigné. Et aujourd'hui encore, alors on peut penser ce qu'on veut du régime Loukachenko, c'est une autre question, mais il y a quand même un élément fondamental qui est qu'il a refusé de privatiser une grande partie des établissements économiques, et que c'est ce qui empêche l'union de la Biélorussie avec la Russie. Ces deux pays coopèrent, comme vous le savez en ce moment, mais malgré tout, il y a quelque chose qui empêche les deux, c'est que la Russie est un pays capitaliste, la Biélorussie, bon, on peut appeler, je ne sais pas comment l'appeler, mais enfin c'est un régime social avec une industrie nationalisée. Et ça, fondamentalement, ça fait partie, j'ai envie de dire, des fondamentaux de la société biélorussienne. Quand on a eu, il y a 2 ans, les grandes manifestations anti-gouvernementales, elles se sont assez vite calmées parce que le gouvernement a sorti le programme de l'opposition, qui était libéralisation. Et ça a été le meilleur argument pour affaiblir l'opposition. Je ne dis pas que la réaction du gouvernement était idyllique et qu'il devait réagir comme il a réagi, ça c'est encore une autre question. Mais il est clair que si vous dites à l'habitant moyen en Biélorussie, est-ce que vous êtes pour la privatisation? Non. Alors vous allez me dire, c'était la même chose avant 89 dans les autres pays de l'Est. Sauf que la différence, c'est qu'en Biélorussie, on sait comment ça se passe chez le voisin. Ils ont l'expérience, ils savent très bien, je veux dire, ils sont tout près de la Pologne et de la Lituanie ou de l'Ukraine, ils n'ont vraiment pas envie que leur pays tombe si bas. Je veux dire, et là, c'était avant la guerre. La Biélorussie, quand elle est indépendante en 91, en même temps que l'Ukraine, elles ont à peu près le même niveau de vie. À la veille de la guerre, donc je parle avant les destructions actuelles, à la veille de la guerre, la Biélorussie a le revenu double de l'Ukraine. Donc écoutez, il n'y a pas, je veux dire, n'importe qui en Biélorussie dirait non mais je ne veux pas changer de régime social, hein, je ne vous parle pas du régime politique, là je vous parle régime social et économique, je n'ai pas besoin d'avoir ce que l'Ukraine a. Et j'ai pas non plus besoin d'avoir ce que la Russie a, parce que quand même la Russie c'est du capitalisme quand même. Hein. Et puis bon, ils vont en Pologne, ils vont en Lituanie, ils ont vu aussi que bon, je veux dire, quand on appartient à la classe des travailleurs, c'est pas le paradis quoi. Bon, donc c'est vrai, enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de lois sociales. La plupart des lois sociales soviétiques ont été maintenues en Biélorussie alors qu'elles ont disparu dans tous les autres pays, ex-pays de l'Est ou ex-pays de l'URSS. Hein, ça, il faut les lois sur les retraites, les lois sur la médecine, enfin toutes les lois sociales qui étaient quand même les congés maternité pour les femmes, enfin je veux dire, tout ça c'est fondamental quand même. Hein. Donc évidemment, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut tresser des louanges au régime, mais ça reste un régime... D'ailleurs, il est critiqué comment dans les pays de l'Ouest? On le dit, c'est un régime populiste. Bon, vous savez bien que le mot populiste est utilisé à toutes les sauces, mais ce qu'on lui reproche en fait, c'est de s'occuper du peuple.
Vous avez consacré un ouvrage à la Pologne, Oui. et notamment aux troubles qui ont existé dans les années 80. Votre ouvrage s'intitule Solidarność, une solidarité qui a coûté cher. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, alors justement, parce que j'ai estimé que c'était absolument essentiel, parce qu'on a fait de Solidarność une espèce de légende qui ne tient pas la route. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'en août 80, quand les ouvriers polonais font grève massivement, il y a un mécontentement. Mais ce mécontentement, il est lié au fait que le régime, aux yeux de ceux qui font grève, ne tient pas une grande partie de ses promesses sociales. Et c'est là où il y a eu une complète déformation de ce qui s'est fait. On a complètement négligé les revendications des ouvriers de l'époque, qui n'ont jamais demandé le capitalisme, qui ont demandé simplement l'autogestion dans les entreprises socialistes. C'était ça la revendication de l'époque, c'était la démocratisation des rapports à l'intérieur de l'entreprise. C'est pas une mesure capitaliste. Si vous demandez la démocratisation à l'intérieur de l'entreprise, on se bat encore pour ça ici aujourd'hui en France. Donc c'était ça. Et donc après 89, on a totalement changé de discours, et ceux qui avaient cru dans Solidarność se sont fait avoir. Mais il faut savoir quand même que quand Solidarność existe en 81, elle a 10 millions de membres. Quand Solidarność essaie de renaître après 89, elle réussit péniblement à en recruter 2 millions. Elle en a perdu 8 millions en route. Il faut se poser la question, mais pourquoi ces 8 millions se sont pas reconnus dans ce syndicat dans lequel ils se reconnaissaient 10 ans avant, ils ne se reconnaissent pas 10 ans plus tard? Il y a quand même bien une question à poser. Donc on voit bien qu'on a assisté à quelque chose qui est, à mon avis, un coup de force. Et d'ailleurs, une de mes connaissances, disons, qui était journaliste polonaise à l'époque, donc en 89, lorsque le ministre des Finances, Balcerowicz, décide la thérapie de choc, elle lui pose la question. Elle s'appelle Zuzanna Dąbrowska, elle pose la question au ministre Balcerowicz, elle lui demande Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez faire si les réformes de thérapie de choc, donc privatisation accélérée, etc., commencent à soulever le mécontentement populaire? Et lui répond cyniquement: nous avons fait en sorte que les réformes soient menées tambour battant en 6 mois. Quand la classe ouvrière se rendra compte de ce qui lui est arrivé, ce sera trop tard, il n'y aura pas de chemin pour revenir en arrière. Si c'est ça qu'on appelle la démocratie, alors je ne suis pas démocrate, moi. Parce que si la démocratie, c'est de mentir aux gens pour faire passer quelque chose en dessous de la table, alors à ce moment-là, oui, moi je ne suis pas démocrate à ce moment-là. c'est clair. Donc il a reconnu en fait qu'il mentait au peuple. Mais effectivement, la thérapie de choc a été tellement rapide que les entreprises ont été soit fermées, soit vendues à vil prix. Et puis ensuite, les ouvriers se sont retrouvés soit à la rue, soit à devoir accepter des conditions de travail sordides. Soit, et il faut quand même le penser, le grand succès de la démocratie polonaise, entre guillemets, 4 millions d'immigrés en 30 ans. Si les gens quittent leur pays, c'est que c'est pas le paradis. En général, on ne quitte pas son pays. Sans oublier qu'à bien des égards, en termes de mœurs, c'est un régime... Ah oui, mais ça, bien sûr, comme la société est mécontente, alors il faut introduire toutes sortes de mesures, disons, corsetant la société, et on fait appel évidemment au côté le plus réactionnaire de l'Église, qui n'en demandait pas tant, mais qui évidemment va profiter de l'événement, parce que évidemment l'Église, il faut penser que l'Église en Pologne, elle joue évidemment la carte conservatrice, etc. Mais l'Église est devenue un empire financier en Pologne. Donc c'est aussi, je veux dire, c'est un élément central de la nouvelle bourgeoisie polonaise. Je veux dire, les évêques sont propriétaires de biens colossaux. Ils ont récupéré énormément de choses, ils ont investi. C'est un empire financier. C'est un empire capitaliste, l'Église en Pologne. C'est important de relever ça, puisque, oui. surtout dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, on a tendance, en Russie comme en Occident d'ailleurs, à
capitaliser sur le mythe du choc des civilisations. Ah oui, 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 oui. Alors qu'à bien des égards, un pays membre de l'OTAN comme la Pologne est peut-être même plus rétrograde que la Russie. Il y a l'avortement. Ah ben très certainement, très certainement. certainement. Il est interdit. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr que bon, là, en Russie, il y a des tendances rétrogrades, mais c'est sûr que la Pologne est à la tête des changements les plus rétrogrades. Et c'est incomparablement plus qu'en Russie. En Russie, oui, effectivement, l'avortement est légal. En Pologne, c'est interdit depuis fort longtemps. 93. Oui. Et puis, je veux dire, l'omniprésence de prêtres dans la vie publique, dans l'école, dans la vie locale, n'a aucune comparaison avec ce qu'on a dans l'ex-URSS globalement, et en particulier en Russie. C'est inimaginable. Aucun Russe ne serait prêt à accepter ce qu'on a fait gober aux Polonais. Alors c'est vrai que le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'anticléricalisme en Pologne qu'il y en avait il y a 40 ans. Donc à terme, j'imagine qu'on va assister à des réalignements. Mais en attendant, évidemment, l'Église en a profité pour faire son fromage, si je peux dire, et devenir une force économique, propriétaire, grand propriétaire. Ça tord le coup, d'ailleurs, à la propagande atlantiste qui part du principe qu'il existe un bloc européen démocratique contre une Russie. Mais bien sûr, mais bien sûr. De toute façon, tout est à géométrie variable. C'est-à-dire que quand un dirigeant cesse de plaire, tout d'un coup, il devient populiste et peu démocrate. Mais quand il est allié, on lui dit rien. Donc Orban est mauvais, mais pas mauvais parce qu'il a quelques mesures réactionnaires. Il est mauvais parce que sur la Russie, il a des positions qui ne sont pas tout à fait celles que voudrait l'Union européenne. Mais le régime polonais est sans doute encore plus rétrograde que le régime hongrois, mais vous n'entendez rien sur lui, puisque globalement, il prend des bonnes positions vis-à-vis de l'OTAN et la guerre en Ukraine. Mais il avait déjà pris les mêmes positions pendant la guerre en Irak. Je veux dire, ça date d'il y a longtemps. Hein. Cette vision très caricaturale qu'on a dans nos médias concernant les pays de l'Est, la société post-soviétique, les pays de l'Est, qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique de ces réalités, de la complexité en fait, le problème que vous posez, c'est un problème qui est encore plus vaste, c'est-à-dire, c'est le problème des médias. C'est-à-dire que globalement, nous vivons dans une société où la concentration des médias est telle que nous sommes arrivés à un monolithisme effarant, qui fait que tous disent à peu près la même chose. Ça, on le constate sur tous les sujets. Hein. Bon, alors, les pays de l'Est, comme on connaît peu de choses sur eux à l'Ouest, en France par exemple, on peut dire n'importe quoi. Donc quand on a besoin de dire que le système polonais est idéal, on dit que le système polonais est idéal. Quand on a besoin de dire il faut vous serrer la ceinture en France parce que les Polonais sont très contents du système qu'ils ont, même si ils sont 4 fois plus pauvres, on dit voilà, vous voyez, les entreprises polonaises, elles se développent, l'économie polonaise, le PIB, machin, etc. Et puis, quand il y a des mesures rétrogrades, on passe par-dessus, à moins que le régime, à ce moment-là, fasse amende honorable sur un autre sujet fondamental, l'ouverture des frontières aux capitaux étrangers, etc. Donc, tout est hypocrisie, en fait, dans tout ça, et les médias le savent bien. Même si aujourd'hui peu de médias envoient des gens sur le terrain, on n'a pas besoin d'être particulièrement bien spécialiste de la question pour bien voir que la situation est loin d'être reluisante à l'Est globalement. C'est pas uniquement la Pologne, je veux dire, quand vous regardez les taux d'émigration, je veux dire, la Bulgarie avait 9 millions d'habitants, elle en a 6, la Lettonie est descendue au-dessous de 2 millions d'habitants, le taux d'émigration dans les pays baltes est effarant. En Slovaquie, c'est la même chose. Les Roumains, ils émigrent partout. Enfin, je veux dire, les Ukrainiens, n'en parlons pas. Je ne parle même pas depuis la guerre, mais même avant, je veux dire. Il faut se poser des questions. Enfin, quand vous avez une masse de gens
qui quittent leur pays, ils ne le font pas de gaieté de cœur. On ne quitte pas son pays de gaieté de cœur, en général. On veut bien aller faire du tourisme ailleurs, mais en général, on n'a pas envie d'émigrer, sauf pour raisons personnelles. Quand on est obligé d'émigrer, c'est que la situation est mauvaise. Donc évidemment, à l'époque du bloc de l'Est, quand on voulait nous faire pleurer sur ces pauvres citoyens de l'Est qui ne rêvaient que de l'Occident, on disait que les gens rêvaient à l'Est de voter avec leurs pieds. C'est-à-dire, on disait, celui de l'Est qui fuit à l'Ouest, il vote contre son gouvernement. Mais depuis, on a des millions de gens de l'Est qui ont émigré, et on ne dit pas qu'ils votent avec leurs pieds. Mais pourtant, ils votent avec leurs pieds. Pour le coup, oui, ils ne supportent plus les gouvernements et les régimes qui sont là-bas. Et surtout la vie économique. Hein, donc il faut arrêter la légende de la démocratie qui est tombée comme ça du ciel en 89 et qui a annoncé des paysages sereins. D'ailleurs, vous le voyez même en Allemagne, où les différences entre l'Est et l'Ouest continuent à exister, et comme par hasard, ça on ne va pas vous le dire non plus dans les médias, mais comme par hasard, les grandes manifestations qu'on a en Allemagne en ce moment contre la guerre, contre l'OTAN, c'est dans l'ex-RDA. Ah bah tiens, c'est pourquoi c'est dans l'ex-RDA. Pourquoi est-ce que les gens là-bas descendent plus facilement dans la rue contre le gouvernement allemand à Leipzig plutôt qu'à Munich? Il faudrait se poser la question. C'est que malgré tout, la RDA a laissé quelques souvenirs. Donc, oui, qui ne sont pas forcément négatifs. Donc, il faut aussi voir ça, quoi. C'est une question d'équilibre, quoi. Rodolphe, merci beaucoup. Je vous en prie.